Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue et on termine la série des 11 choses que l'on souhaite voir durant la saison NFL 2025. Et pour ce faire, je suis accompagné par Doug. Comment vas-tu, Doug ? Salut l'équipe, salut tout le monde. Plein gaz, il fait très très chaud. On est en plein milieu de l'été, on est bientôt au début de la saison. Et là, on attaque la dernière ligne droite là, de cette intersaison qui a été bien remplie du côté du front office quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'intersaison de notre côté. On a travaillé en back et en front. Et on remercie en tout cas ton super fond d'écran que tu as derrière toi. Restream fait des super choses quand même maintenant. Regardez, je prouve que ce n'est pas un fond d'écran, je jette un bâton dans le fond d'écran. Donc c'est pas possible que ça soit un fond d'écran. Pour rappel, Doug a un très grand salon, donc il peut faire un fond d'écran très très lointain. Ouais, mais en fait, c'est pour faire un petit peu rager les Parisiens et nos amis de la ville. Voilà, pour 40 mètres carrés du côté du 13e, vous avez comme ça une villa avec piscine au bord de la forêt, les amis. Donc, quittez Paris, de toute façon, ça vaut rien. Il n'y a personne en août, c'est l'idéal pour être sur Paris en ce moment. Mais ouais, il fait super bon. En plus. En août. Avant de commencer et de finir justement cette série-là, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, sur tous les réseaux, Twitter, X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, partout, @ Front Office. On va reprendre, comme on disait, on a bossé aussi de notre côté, en back. Et sur Facebook maintenant. Et sur Facebook maintenant, effectivement. Il faut mettre à jour ça. On mettra tout en description, tous les liens qui sont bons à cliquer, sur le Discord également, bien sûr. Et puis sur Twitch, on va revenir pareil, à fond. Il y a eu la sortie de Madden 26. Donc, il est possible qu'il y ait quelques lives durant des jeudis. Et puis, il y aura de nouveau les retours des top 11, quelques émissions aussi nouvelles qu'on se fera une joie de vous évoquer lors d'une prochaine émission. Mais voilà, on a bossé, on aura potentiellement de nouvelles têtes. Je vous tease un petit peu, mais vous verrez dans les prochaines émissions. Il y en a une. Il y a un practice squad qui monte directement en équipe 1, qui vient agrandir le front office. Il y a un front qui démarre à peu près au sourcil et qui finit au niveau des fesses. Donc, c'est qui va venir nous rejoindre aussi. Vous le connaissez, c'est une tête connue. Et puis, un petit nouveau que certains du Discord ont déjà vu. Bon, si, on l'a vu dans quelques émissions d'ailleurs, il en a fait. Hein, on va pas dévoiler, mais il a fait un bilan d'intersaison, ça c'est sûr, j'étais avec lui. Effectivement. Donc voilà, vous pourrez déjà écrémer un petit peu. Donc des nouvelles têtes qui nous rejoignent parce qu'on va proposer aussi encore plus de contenu cette année. Mais voilà, on vous tease un petit peu. Il y aura le programme qui arrivera très prochainement. Donc restez connectés pour avoir toutes les infos. C'est parti, Doug. On continue. Donc après lundi dernier, GG Alex, et jeudi dernier, Alex et Anto. On termine, nous, avec nos top 11, qui sera un top 10 parce que les gars, ils ont pris toutes nos idées, clairement. Et puis vous verrez, de toute façon, on a un dernier top 10 qui vaut pour 2. Donc, on considère qu'on est sur un top 11. Là, c'est triste. Quand tu es en dernier comme ça, tu sais, c'est 5 heures du matin, tu es encore en boîte, tu es un zombie, tu marches sur la piste de danse comme ça. Et c'est la technique Nicolin, quoi. Pour ramener une gonzesse, c'est le ramassage des ordures à partir de 5 heures. Tu prends ce qui reste. Voilà, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les sujets sur notre top 11 là. Exactement, on a vraiment raclé les fonds de tiroir là. Mais on a des thèmes intéressants quand même, qui n'ont pas été abordés ou peu. Ouais, c'est vrai. Ou qui seront mieux abordés parce que c'est nous qui les abordons. Parce qu'il y a de l'expertise là un peu. Du coup, je commence avec le mien, le tout premier. Est-ce que Kansas City va enfin chuter de sa division envers les Chargers cette année? Je les voyais bien prendre la division. Un power ranking qui va sortir semaine prochaine normalement. Et vous verrez que je les voyais normalement plus. J'ai revu un petit peu ma copie suite à la blessure de leur tackle gauche, malheureusement. Donc effectivement, il sera remplacé par Joe Alt.
qui, première année, l'année dernière, mais du coup, il risque d'avoir un gros sur la partie droite. Du coup, j'ai un jugement à la baisse. Comme je vois, moi, les Broncos réaliser une moins bonne saison que l'année dernière, je pense, encore une fois, cette année, les Chiefs risquent de remporter. Donc ouais, je sais pas, toi, ce que tu en penses, Doug? Ouais, je vois pas les Chiefs être embêtés. Et alors, moi, perso, s'ils avaient dû être embêtés par une équipe dans cette division, c'était pas les Chargers. Pour ma part, ils auraient plutôt été embêtés par les Broncos. Je les vois plus être embêtés par les Broncos que par les Chargers. Tout simplement parce que ce que m'ont montré les Broncos en fin de saison dernière était un petit peu était bon, et l'intersaison a été bon aussi. Maintenant, il y a quand même encore un fossé entre. On en reparle à la fin de saison peut-être, mais les Chiefs ont bien travaillé sur l'intersaison. Ils sont quand même, ils sortent d'un Super Bowl, même si le Super Bowl est raté. Ils ont explosé tout le monde toute la saison dernière. Il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas. Ils ont comblé des trous. Ils ont rajouté de la profondeur aussi au niveau de receveurs, ce qui leur manquait. Donc, non, les Chiefs, ça va être compliqué d'aller les chatouiller, encore une fois. Hein. Je pense que Mahomes, on ne se rend pas compte, mais il est super jeune. Il a quelques années où il va continuer. Il a encore peut-être quelques bagues à aller chercher, quoi. Il a moins de 30 ans, je crois, j'avais vu les âges. C'est Burrow qui a 28 et Mahomes qui a 29. Et Allen et Jackson, ils ont tous entre 28 et 29. Donc, effectivement, il a encore. Sur l'échelle de Tom Brady, il a encore 20 ans dans la ligue, quoi. Ouais, mais ça, c'est un extraterrestre, on ne parle pas. Sur l'échelle de Kirk Cousins, il lui reste plus beaucoup d'années, par contre. En parlant de quarterback, toi, tu voulais parler du tien, celui qui est sur la baie de Tampa, Baker Mayfield, est-ce qu'il est le meilleur quarterback de la ligue? Alors, je vais commencer à répondre, non, mais je te laisse la main. Tu vois, on vient de parler, donc contrairement à GG, je bosse mes épisodes. Et du coup, on a parlé de Mahomes à l'instant, en disant que c'était encore quand même un top quarterback, etc. Et putain, j'ai bossé et je ne veux pas retrouver cette affaire. Mais j'ai vu un comparatif sur les 2 dernières saisons entre Mahomes et Baker Mayfield. Et Baker Mayfield le mange dans tous les compartiments. Bon, à part la bague, bien entendu, que Mahomes est allé chercher. Ah, c'est là. Sur les 2 dernières saisons, on a 69 touchdowns pour Mayfield, 53 pour Mahomes. On a 26 interceptions, 25 pour Mahomes. Donc là, effectivement, Mahomes, c'est mieux d'une interception. Par contre, on a 8544 yards, là où on en a 8111 pour Mahomes. On a 67,9% de complétion, on a 67,3%. Et un rating de 100,7, là où Mahomes a un rating de 93. Est-ce que il viendrait à l'esprit de qui que ce soit de dire que Mayfield est meilleur que Mahomes? Non. Parce qu'il est plus clutch, Mahomes, sur les phases finales, parce qu'il est, quand on l'a vu, quand il faut aller chercher une bague, il est très bon pour ça. Mais par contre, sur la saison régulière, Mayfield le mange. Donc, moi, il va falloir me donner 3 noms qui sont meilleurs que Mayfield actuellement dans ce qu'il fait. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, Baker Mayfield, pour le rapport qualité-prix qu'il a, c'est le meilleur quarterback de la NFL. C'est Alex et Anto, justement, qui en parlaient dans l'émission précédente par rapport à Mayfield et à Cleveland. Effectivement, on sait comment ça s'est terminé, son histoire à Cleveland. Il a mis 2 ans pour remonter la pente entre les Panthers et les Rams. Panthers où il était titulaire et les Rams où il était remplaçant. C'est dingue, ça. Et effectivement, je pense qu'il a vraiment trouvé chaussure à son pied. Il n'a pas été aidé non plus à Tampa Bay parce qu'il a eu, là, ça va être sa 3e ou 4e année. En tout cas, il a eu 3 cordeaux offensifs différents. Et à chaque fois, du coup, ça fonctionne. Donc, on verra cette saison. Il y a effectivement pas ou peu de raisons que ça ne fonctionne pas, hormis grosse blessure de sa part. Mais quand tu vois le corps de receveur, il est encore plus stack que l'année dernière. La O-line, Tristan Wirfs devrait être revenu pour la week 1 de ce que j'avais lu. Donc, pas de raison non plus. C'est juste des automatismes. Mais en même temps, la O-line, j'ai pas le sentiment qu'elle ait énormément bougé. Donc, en fait, les automatismes, ils sont présents par rapport à ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Tu vas même être sur la 2e année de Graham Barton, le centre, qui a fait grosse impression. Tu es sur la 2e année de Cody Mosh aussi, qui est le guard.
Donc, non, ça, même en niveau et en expérience, ça va être encore mieux sur la ligne. Et puis c'est un leader. On en parle quand même pour lui, mais pour d'autres quarterbacks, il y a un vrai point d'interrogation. On sait que pour Mayfield, en tout cas, c'est pas une interrogation, c'est un fait. C'est un vrai leader de vestiaire, c'est un vrai leader sur le terrain. Ça donne vraiment l'impression que ses coéquipiers en attaque se saignent pour jouer avec lui, quoi. Ils iront au front avec lui. Et ça, c'est en NFL et dans les sports de contact comme ça, t'es obligé d'avoir vraiment des capitaines d'escouade comme lui, sur lequel tu peux vraiment t'appuyer, sur lequel voilà, tu fais front avec lui. Et c'est extrêmement important. Donc ouais, ça annonce pour moi en tout cas une belle saison, encore une fois, du côté de Tampa. À voir si la défense arrive à step up un petit peu par rapport à ce qu'ils ont proposé l'année dernière, parce que c'est peut-être là où ça a été un petit peu l'aspect négatif. C'est vrai que l'année justement où ils vont au Super Bowl et le remportent avec Brady, ils avaient une défense qui était quasi infranchissable, en tout cas avec des très très bons et forts joueurs sur toutes les lignes. Là, on a l'impression que c'est un petit peu baissé de niveau. Ils ont encore drafté assez haut sur l'attaque et un petit peu moins la défense. À voir, hein. À voir si ça fonctionne. Il y a un cornerback qui a été pris à la draft, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais effectivement, c'est encore l'équipe un peu épouvantail de la NFC Sud, clairement. Oui, de la NFC Sud et même un NFC tout court. Et tu vas avoir, allez, tu as peut-être t'as deux équipes sûres qui sont au-dessus. Ça va être les Eagles, les Lions. Et après, ça va se chercher tous les autres. Hein. Et sur un match, un Mayfield en feu, il peut te faire péter les Eagles ou les Lions aussi. Donc, en fait, j'avais un petit peu de doute sur la première année quand il arrive. On s'est demandé est-ce qu'il n'a pas joué au-dessus de son niveau, clairement. Et l'année dernière, il a été encore meilleur. Et j'ai l'impression, non, que c'est juste, il est à son niveau. Je pense pas que tu deviennes, je le dis tout le temps, mais t'es pas numéro 1 de la draft si tu es un peintre, à part celui qui est à Jacksonville. Mais donc non, t'es pas numéro 1 de la draft si tu es un peintre. Et le mec est en train de le montrer. Donc clairement, Mayfield. Et en plus, putain, il a un côté attachant, il a un côté. Et tu vois, il est sorti de la caricature de lui-même. On le voyait plus dans les pubs que sur le terrain pendant un moment quand il était à Cleveland. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, il était en slibard. C'était abusé, tu le voyais tout le temps. Là, c'est plus le cas. Il se fait plus discret. Il est hyper bien intégré dans la communauté à Tampa. Il y a même, ils ont fait là un concours de sosie de quand il s'était déguisé. Vous savez, il était passé incognito pour visiter les installations. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais non, vraiment, il représente cette ville de Tampa, le côté cool de la Floride et le côté guerrier des Bucks, quoi. Donc, non, Baker Mayfield est bien à sa place et j'espère qu'il va y rester pendant un bon moment. Parce que derrière, c'est ce que je disais, on a Kyle Trash. Kyle Trash, il ressemble énormément à Brady physiquement, sauf qu'il a ni le bras ni le talent. Donc, c'est très compliqué. Ni l'intelligence de jeu. On a Bridgewater aussi maintenant aussi. Ah, ouais. Pour faire le... En fait, c'est juste un athlète médiocre, quoi. L'avantage d'avoir un mec qui s'appelle Bridgewater quand tu habites sur une baie, c'est plutôt... Je trouve ça cohérent, en tout cas. Ouais, surtout quand tu vois le prix du pont pour traverser à Tampa, c'est abusé. C'était 10 péages, on l'appelle. C'est vrai. Je crois que c'est genre $18, un truc comme ça, pour traverser le pont. Sinon... Aïe, aïe, aïe. On se croirait sur la canopée. On se croirait au viaduc de Millau. Et le pont d'Avignon, mais parce que celui-là, il n'est pas fini, donc c'est un peu relou de payer pour ça. Ouais. On continue sur les QB. Moi, de mon côté, j'ai Daniel Jones. Alors, on n'est pas tout à fait sur le même niveau que Baker Mayfield. Là-dessus, on sera bien d'accord. Mais moi, j'ai mon interrogation. Est-ce que Daniel Jones peut rebondir à la façon de Sam Darnold l'année dernière? C'est-à-dire que Jones donc, a été signé chez les Colts d'Indianapolis. Bon, vous connaissez mon amour pour Anthony Richardson. Je me dis que pour Jones, il y a une vraie possibilité. Et d'ailleurs, sur les camps d'entraînement, la compétition est réelle. Au niveau des matchs d'intersaison, c'est pareil. Ils ont globalement le même temps de jeu sur les matchs de pré-saison. Richardson s'est en plus blessé durant le premier match. Mais il va revenir rapidement parce que... Ils l'ont pris à quel poste? Parce que comme il a fini corner du côté des Giants sur les derniers entraînements, je ne sais pas si tu te rappelles, ils l'ont pris en corner ou ils l'ont pris en quarterback à Indianapolis?
Ils l'ont pris running back parce qu'ils aiment bien courir avec leur QB. mais je me dis que malgré tout, il a eu une très bonne année quand même avec les Giants. Oui, ça remonte un petit peu. Mais il va être derrière une O-line qui est quand même largement plus solide que ce qu'il a jamais eu chez les Giants. Il a un corps de receveur que moi je trouve plutôt bon et en tout cas très complémentaire, au-delà d'être, à défaut d'être élite, en tout cas très complémentaire les trois. Il a un running back, pas forcément au niveau de Barclay, mais qui est très très bon dans la ligue. Franchement, toutes les pièces sont réunies. Donc, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est est-ce qu'il est réellement cassé ou est-ce qu'il arrivera à rebondir? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le coaching staff des Colts. Parce qu'on a vu depuis 2-3 saisons que ça a bégayé énormément. Donc, c'est moi mon interrogation. Sinon, je me dis qu'il y a un monde qui n'est pas si irréel que ça, qu'il arrive à rebondir et à signer sur du long terme chez les Colts. J'y crois pas du tout. Ouais, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est un joueur plus que médiocre. Et même en QB2, je trouve ça pas terrible. Et moi, j'ai envie de croire en Richardson. Donc, je pense que Richardson, il aurait fallu qu'il fasse une, voire 2 saisons sur le banc avant d'être jeté dans le grand bain. Ils l'ont jeté de suite, ils l'ont cramé. Pourtant, c'est un joueur qui a les aptitudes physiques, qui a un gros bras. Et s'il savait jouer au foot, il serait très bon, mais il faut qu'on lui apprenne, quoi. C'est là où ça revient sur le coaching staff. J'ai une vraie interrogation là-dessus, clairement. Pour moi, c'est la dernière saison du coaching staff en place, à voir. Oui. Mais effectivement, et dans une division qui sont plus ou moins ouvertes, parce qu'il y a les Texans, mais derrière, les Jags et Titans, je pense qu'il y a une vraie possibilité pour les Colts d'être haut dans cette division. Défensivement, ils ont de très bons joueurs, donc il faut que ça arrive à cliquer offensivement pour réaliser une belle saison. Et pour moi, c'est plutôt entre les mains de Jones plutôt que Richardson, encore une fois cette saison, malheureusement. Ouais. Toi, de ton côté, tu voulais partir un petit peu plus à l'ouest, du côté de San Francisco. Et une hot take. Tu estimes que c'est le dernier tour de piste de Kyle Shanahan, donc qui partirait en même temps qu'Aaron Rodgers. Peut-être pas en retraite pour Shanahan, mais... Non, Shanahan, je pense que c'est le dernier tour de piste du côté des 49ers parce que c'est la dernière année où il faut que ça marche, sinon ils vont... je pense que du côté du front office de Santa Clara, on va péter un plomb aussi. Pour le moment, ça n'a pas marché. Ils étaient à quasiment rien de réussir il y a 2 ans. L'année dernière, ils passent complètement à travers de leur saison. Cette année, ils n'ont rien rajouté de mieux. Ils ont prolongé leur quarterback. Non, je pense que c'est l'année de la bague ou rien pour Shanahan du côté de San Francisco. Par contre, s'il part, il peut très bien repartir sur un nouveau projet ailleurs où ça peut marcher, hein, mais pour San Francisco, je pense que c'est la dernière année avec Shanahan parce que pour le coup, je les vois absolument pas aller au Super Bowl. Et s'ils font Super Bowl, pour toi, il reste Ah, ça serait dur de virer quelqu'un qui est au Super Bowl, mais s'il le gagne pas, c'est dur de le garder aussi. Compliqué comme question. S'il gagne le Super Bowl, il y a moyen qu'il parte des Niners en disant c'est bon, j'ai réussi. Ouais, en fait, non, quoi qu'il arrive, je le vois partir. Tu disais justement que dans la conférence, quand on parlait de Tampa, qu'il y avait les Eagles et les Lions au-dessus. J'ai du mal à pas voir les Niners encore au-dessus également, tu vois, de Tampa. Je les vois pas faire 2 saisons consécutives à être un peu dans les méandres de la NFL. Et quand on dit méandres, ils ont fini, c'était 10e, 11e ou 12e pick de la dernière draft. Hein, donc, c'est pas non plus pick 2 ou 3. Ils sont passés à côté de certains matchs. Ils auraient pu être en bilan, à l'équilibre. Pour une équipe dont on a dit qu'ils avaient fait une très mauvaise saison. Donc, je pense qu'ils sont pas si loin de retrouver un très bon niveau. Et on en a parlé, ils ont un calendrier qui est quand même très abordable pour eux cette saison. Oui, ça va dépendre de CMC. Ça va dépendre de Christian, ouais. S'il revient en forme ou pas. Après, il y a une interrogation sur la O-line. On en a parlé, mais je crois encore moins en la magie de Shanahan, des receveurs. Ouais. Il y a une interrogation sur le corps de receveur et sur la O-line. Ouais. Mais tu vois, il n'y a plus de questions sur Purdy. Pour moi, il a répondu à toutes les attentes l'année dernière. Non, là où justement, il a été
Il aurait pu être mis en difficulté justement avec toutes les absences, que ce soit sur les receveurs, les blessures sur la O-line. C'est pas lui. Je sais pas, je les vois encore haut cette année. Minimum playoff et plutôt loin en playoff. Ça, c'est encore. J'ai du mal à voir les Niners faire 2 saisons en négatif. Donc peut-être que je peux me tromper, mais je sais pas. Je vois Shannon moi continuer. Non, moi tu vois, je vois une très gros saison salaire, positif, mais pas ouf. Tu vois, positif, pas ouf, white card, rideau. Ok. Voilà. Bon, on verra. Une autre équipe qui va probablement faire les playoffs, elle est très loin en playoffs. Moi, je voulais aborder les Patriots, évidemment, parce que nouvelle ère. Nouvelle ère, je peux faire rembobinage et redire ce que j'ai dit l'année dernière. Mais nouvelle ère chez les Patriots et on sent que pour le coup, ça va sur des meilleurs rails. Alors, je dis ça sur le ton de la rigolade, bien sûr, pour les playoffs. Pareil, vous verrez sur le Power Ranking, je suis beaucoup moins haut que certains au sein du front office sur le bilan de fin de saison. Pourquoi tu te laisses spoiler? Parce que je viens d'avoir 2 saisons consécutives avec seulement 4 victoires. J'y vais avec des pincettes cette saison, tu vois. Donc, non, si on finit à 7-8 victoires ou à équilibre. équilibre. Le power ranking. Et non, mais vous verrez. Ils sont très hauts. Non, mais. Ou très bas. Mais toi, tu n'aurais pas dû le regarder comme ça. Quand tu découvres le power ranking des autres, ta réaction, ta spontanéité. PA, t'es pas un robot? Si, je suis un robot. Je n'ai pas de cœur, tu sais. Mais du coup, non, je l'évoquais, Patriots, pour moi, il faut deux intersaisons pour se remettre vraiment d'équerre et être un candidat, je dirais, assez régulier pour les playoffs. On finit la première saison, on est à 50% de la reconstruction. Je trouve que ce qui a été fait est plutôt bien, ça va dans le bon sens. Il y a des très bons joueurs qui ont rejoint l'équipe, que ce soit via la free agency ou via la draft. On l'a évoqué aussi, le calendrier est relativement accessible cette saison également, donc je ne serais pas étonné qu'ils fassent une bonne saison. Maintenant, voilà, je dis nouvelle ère parce qu'on a très vite tourné la patte Jerod Mayo, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas, que les joueurs ont tourné le dos aussi au coaching staff, la machine était grippée là-dessus. On a pris encore une fois un gars de la maison, ça peut faire sourire, mais pour le coup, lui, il a eu des expériences ailleurs. Je parle de Mike Vrabel. Il est allé chez les Texans, il a été head coach chez les Titans, il a été coach de l'année chez les Titans, il les a emmenés loin, il a fait finale de conf avec eux. Il a son bagage, il a de l'expérience, il a pris aussi des gars qui viennent de l'extérieur. Alors oui, il y a Josh McDaniels en offensive coordinateur, mais en defensive coordinateur, c'est clairement pas un gars de la maison. Il y a d'autres personnes aussi de l'entourage dont on parle moins, qui viennent aussi de l'extérieur. McDaniels, il y a un gars. Je pense qu'il avait encore les clés du vestiaire, hein, clairement. Il avait le double, il les a gardés. Ouais. Et il y a un gars dont on parle pas énormément, qui a été pris aux Rams et qui sera en fait dans l'oreille de Vrabel pendant les matchs. C'est lui qui dira s'il faut tenter le 4e tentative, si tout ça. Et McVay a été extrêmement déçu de le voir partir, vraiment. Donc je pense que c'est une très grosse acquisition pour les Patriots. Donc voilà, je suis plutôt positif pour eux. J'attends de voir ce que ça va donner sur les premières semaines, mais je pense que ça va sur des meilleurs rails que ce que ça a été l'année dernière. De là, aller voir en playoff, c'est sur le ton de la rigolade. Moi, je ne les vois pas. Peut-être que d'autres, oui. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe actuellement à Foxborough. Déjà, la meilleure chose qui s'est passée à Foxborough cet été, c'est la statue de Tom Brady qui a été inaugurée à l'entrée du stade. C'est vrai. Et qui réussit. Et qui réussit. C'est pas la tête à Ronaldo, là. On est d'accord. Non, c'est vrai que ça reconstruit du côté de la Nouvelle-Angleterre et ça reconstruit plutôt pas mal. Ça reconstruit intelligemment. Je leur ai pas mal tapé dessus l'année dernière. Je sais pas si tu étais là ou pas. Raison. Ouais, mais quand ils avaient choisi de prendre Jerod Mayo sans forcément passer les entretiens avec d'autres personnes, etc., ça faisait un petit peu la famille incestueuse, tu sais, et au bout d'un moment, accoucher avec sa sœur, tu finis avec des Mongoliens. Eh ben, ça faisait un petit peu ça, quoi. Ils n'avaient même pas pris le parti de faire des interviews. Et forcément, ils avaient zéro œil extérieur sur ce qui pouvait se passer, etc. Donc pour moi, ça, c'était une vraie erreur. Ils ne l'ont pas reproduit. Ils se sont pas entêtés dans leur erreur très longtemps du côté de la famille Kraft. Et ça, c'est plutôt du coup intelligent. Ils sont allés chercher du neuf, mais en même temps, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de la maison qui connaît très bien.
Donc, il aura aussi, du coup, je pense, plus d'indulgence de la part du public qui est quand même exigeant. Et c'est normal, et quand tu gagnes 6 bagues en 20 ans, c'est normal que tu sois exigeant. Donc non, non, c'est plutôt intelligent. Ils ont bien réussi à entourer Drake May. Les choix qui ont été faits à la draft sont malins. On a renforcé la ligne. On lui a aussi donné des cibles, avec la free agency notamment. Donc non, ça reconstruit, et ça reconstruit en tout cas solide, quoi. C'est pas la maison de paille qu'on essaie de remonter à la va-vite, et du coup, c'est intelligent. Ouais, je suis d'accord. C'est pas justement, Vrabel a été le premier à dire OK, l'équipe en elle-même a gagné plusieurs bagues. Maintenant, on repart de zéro quasiment. Et ça, c'est plutôt bien. Je te rejoins sur Jarrod Mayo. De toute façon, c'était inclus dans son contrat lorsqu'il a re-signé en 2019 ou 2020, qui était stipulé justement qu'il prendrait la relève lorsque Belichick prendrait sa retraite ou serait démis de ses fonctions. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu énormément d'interviews. Il y en avait eu une pour j'allais dire non, pour la Rodney Rule, mais je suis même pas sûr, parce que Mayo étant justement minorité. Donc je suis même pas sûr qu'on avait fait ça en plus. Mais oui, il n'y avait pas de recherche parce que inclus dans son contrat. Donc voilà, et je te rejoins. J'étais très surpris de l'éviction de Mayo à la fin du match contre les Bills. Les Kraft ont pris leur L, comme on dit, ils ont pris leur lose. Ils ont dit OK, c'est bon, on a fait une erreur. On passe à la saison suivante, on change de coach. Je pense qu'ils avaient Vrabel dans leur tête également, bien sûr. Mais pour le coup, ils ont fait aussi des interviews. Ils ont interviewé Ben Johnson, ils ont interviewé d'autres coordos offensifs, défensifs. Ils sont partis sur Vrabel, très bien. Mais au moins, ils ont plutôt fait ça en bonne et due forme, je trouve. Donc voilà, j'ai l'impression effectivement que la franchise repart sur des bons rails. À voir sur la saison, mais en tout cas, oui. Étant fan déjà des Patriots, bien sûr que j'attends la saison avec impatience, mais d'autant plus avec tout ce qui s'est passé pendant cette intersaison. En parlant d'équipes qui sont sur les bons rails, on va partir sur l'extrême inverse de ton côté. Parce que toi, tu voulais nous parler des Green Bay Packers et de Jordan Love, de manière plus spécifique. Est-ce que Jordan Love peut perpétuer la tradition des longs franchise QB au sein de Green Bay? Et c'est vrai qu'on va se poser la question, parce qu'on a un Brett Favre qui a fait 20 ans, on a un Aaron Rodgers qui a fait 20 ans aussi, on a un Jordan Love qui a fait 2 ans ou 3 sur le banc, je ne me rappelle plus, avant d'être propulsé. Et il fait le taf. Bon, c'est vrai que tu peux pas avoir des monstres tout le temps. Il fait le taf, mais je trouve que ça a l'air très limité quand même. Ça a l'air très, très, très limité. Et je suis intéressé de voir, est-ce que si cette année, Jordan Love ne donne pas entière satisfaction, si vraiment il fait pas step up cette équipe. Déjà, je pense que je l'ai déjà dit dans l'émission des coachs, mais Lafleur sautera. Et c'est Gutekunst risque de sauter aussi, repartir sur des bases saines. Et on sait ce qui se passe quand on part sur des bases saines du côté du front office. Tout le monde veut venir rajouter son petit grain de sel, et c'est pas impossible que ça soit Love aussi qui en fasse les frais si vraiment il n'est pas irréprochable sur la saison. Parce que mine de rien, Jordan Love, il a des armes que même Rodgers n'avait pas forcément, notamment sur la fin. Bon, il a toujours eu Davante Adams, ça on est d'accord. Là, ils sont allés chercher un Matthew Golden en receveur numéro 1 dans une escouade où il y avait 5 receveurs numéro 1, c'était un petit peu n'importe quoi. Par contre, on a quand même un Tucker Kraft qui est largement aujourd'hui imposé au niveau des tight ends. On a un Josh Jacobs sur le backfield offensif qui est allé, pas ce qui se fait de mieux, parce qu'il y a mieux, mais allez, on va dire dans les 5-6 meilleurs running backs sur la saison dernière. Ça, je pense qu'on peut le dire sans trop sourciller. Et donc, une défense qui l'année dernière a donné satisfaction aussi, avec un McKinney, etc. Un front seven qui a été performant. Donc, en fait, si cette équipe elle tourne pas, il y a que du côté de Jordan Love sur lequel on peut se tourner là. J'ai l'impression au niveau des joueurs. Ouais, je te rejoins en partie, et j'ai l'impression que ça plafonne un petit peu. On était assez hype de la saison encore d'avant, 2023, où il a fait une deuxième partie de saison très bonne. Et c'est vrai que cette saison, il a eu des matchs très bien, des matchs beaucoup moins bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas forcément non plus épargné par les blessures. Il a toujours un petit bobo à droite à gauche. Ouais. J'ai le sentiment,
aussi que les 2 QB précédents de Green Bay, Rodgers et puis Favre, avaient moins de pépins physiques, ou en tout cas de petits bobos. Rodgers, sur une des dernières saisons, il avait une grosse blessure qui avait mis un terme à sa saison, mais vraiment les petits bobos, tu as vraiment l'impression que Love, il a quelque chose toujours au poignet, au doigt, au bras, à la jambe, ou ce que tu veux. Ça s'appelle le syndrome de la jambe de bois. Quand tu sais que tu n'es pas forcément au niveau, tu vas avoir plein de petits pépins qui font que ça peut justifier tes performances médiocres. Ou alors c'est le réchauffement climatique parce qu'il fait très froid du côté de Green Bay et du coup ça avait un effet cryothérapie sur les anciens quarterbacks. Et avec le réchauffement climatique, il fait moins froid, donc les gars supportent moins bien les coups. C'est peut-être ça aussi, il faudrait creuser de ce côté-là. C'est peut-être ça, mais en tout cas, du côté des Dolphins, il fait toujours trop froid pour pouvoir gagner des matchs. Mais oui, je te rejoins un petit peu là-dessus. Et je pense qu'il a un très haut plafond, malgré tout, dans son jeu. Oui. Mais ça manque de régularité. Et je dis toujours sur les quarterbacks, tous ceux qui sont en NFL, on pourra me citer les 32, ils ont tous un très bon niveau. Ce n'est pas des peintres qui sont présents. Par contre, ce qui fait la différence entre les élites, les très bons et les bons, c'est la régularité. C'est de réussir justement à enchaîner match après match, saison après saison, des performances qui font que ça ne met pas en péril ton équipe. Là où pour d'autres quarterbacks, on va prendre l'exemple typiquement de Gardner Minshew, on s'est hypé sur lui en disant il a fait une super demi-saison, regardez, il a du talent. Oui, je pense qu'il a du talent, il s'est placé la balle au bon endroit, mais il manque de régularité en fait. Tu peux pas porter une franchise avec lui parce que à un moment donné dans la saison, il va péter un câble, il va t'enchaîner 2-3 matchs horribles. Et Love, il n'est pas à ce point-là, mais je trouve qu'il a des moments où il est trop irrégulier pour pouvoir prétendre être actuellement je sais pas, top 10 quarterback peut-être. Je ne le vois pas de top 10. J'ai pas 10 noms comme ça à donner. J'ai pas réfléchi à la question. Mais moi, je pense qu'il est pas top 10. Et quand on a fait le top 11, il n'était pas dedans. Donc, est-ce qu'il est top 10 NFC déjà? Il y a ses équipes, donc j'espère, quand même. Ouais. Si, je pense. Je pense quand même. Mais je te rejoins en tout cas. Interrogation cette saison. Et il y a eu le bénéfice du doute l'année dernière. Il y a en partie répondu en laissant encore quelques interrogations. Cette saison, il ne va pas falloir qu'il se rate dans, encore une fois, une division qui est très relevée et un calendrier qui va être encore plus relevé que l'année dernière. Donc, l'année dernière, ça finit avec 5 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Attention à cette année. Attention à cette année pour Green Bay. Yes. Moi, de mon côté, j'allais dire, je pars quarterback encore. Non, je pars sur une équipe, mais qui a un quarterback anciennement à Green Bay. Et je vais parler des Steelers. Je sais que GG a parlé justement d'Aaron Rodgers. Moi, je vais avoir un regard un petit peu plus large, justement, et parler plutôt de Pittsburgh, qui, j'ai l'impression, sont clairement en win now. Vu tous les investissements qu'ils ont fait cette saison, Rodgers a évoqué que c'était probablement sa dernière saison également. Ils ont tenté un trade pour amener un cornerback là où c'était peut-être un petit peu le défaut de l'équipe, mais ils ont envoyé leur safety Minka Fitzpatrick en échange, donc ils perdent aussi un petit peu en talent dans cette escouade-là. Ils ont normalement une O-line qui va tenir la route cette saison. Ils ont investi aussi sur le poste de running back, au moins la draft. La défense, au contraire de GG, pour moi, va encore être bonne cette saison. Peut-être par contre la dernière saison. Pour moi, c'est win now parce que derrière, financièrement, ça risque d'être un tout petit peu plus difficile. La dernière probable de Rodgers, il faudra reconstruire aussi là-dessus. On a vu des équipes qui l'ont tenté. Beaucoup se sont cassés le nez. Il y en a une dernièrement qui a réussi, c'était les Rams. Et encore, ils avaient un joueur qui était historiquement élite, qui était Aaron Donald, qui a vraiment porté défensivement. Est-ce qu'on peut considérer TJ Watt dans cette caste? Moi, j'ai encore un petit doute, bien que ce n'était pas la même position non plus. Mais ils avaient vraiment investi à des skill positions et à des joueurs qui étaient à leur prime. Je pense à Jalen Ramsey, parce qu'en plus, il va à Pittsburgh, mais pour moi, son prime est passé. Donc, c'est plus le Ramsey qu'on avait en 2020 ou 2021 quand il remporte son Super Bowl. J'ai des interrogations. En tout cas, il ne faudra pas se louper parce que derrière, je pense que la fenêtre va se refermer et très rapidement. Et il va falloir reconstruire également. Donc, j'ai un petit doute les concernant. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas tenter. Là où c'est une franchise
qui pour moi était un petit peu franchise un peu de daron, où bon, on n'essaye pas de trop faire des investissements, on essaie de garder un petit peu le socle, et puis on fait nos saisons en positif, et puis on se fait éliminer dès le premier tour de play-off. Là, ils ont tenté quelque chose, à voir si ça va réussir. J'ai même pas parlé du trade de DK Metcalf avec un deuxième tour de draft. Ça a tenté avec des joueurs d'impact, des joueurs de talent et rompus au jeu de la NFL. À voir si ça fonctionne, mais pour moi, ça passe ou ça casse cette saison. En fait, cette équipe-là, t'as Rodgers qui arrive, t'as Ramsey qui arrive, t'as Metcalf qui arrive. T'as l'impression que tu l'affiches, on t'annonce les Expandables, et j'ai peur que ça finisse et que ça soit les Space Cowboys, tu sais, avec Tommy Lee Jones et C'était un super Clint film. Eastwood. C'est un super film, il est génial. Mais tu vois ce que je veux dire? On t'annonce les Expandables et tu te retrouves avec les Space Cowboys. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Et j'ai vraiment pas envie que ça finisse en autre boudin pour Aaron Rodgers. Donc je lui souhaite pas, mais effectivement ils font un peu un tapis avec une paire de rois, mais une paire de rois sur la fin, quoi. Voilà. Là où pour revenir sur les Rams, je trouvais qu'avec Stafford, il y avait un petit peu moins de risques. En tout cas, on sentait qu'il avait un petit peu plus d'essence dans le réservoir. Là où Rodgers, quand même, les 2 dernières saisons, alors on enlève la première saison chez les Jets vu la blessure, mais l'année dernière, ça a quand même été un petit peu plus compliqué que prévu. Donc, les Rams, ils font tapis, mais qu'avec Stafford. Ils rajoutent qu'un Stafford. Ah, il y avait Ramsey. Ils ont tradé pour l'avoir. Ils avaient pris, de mémoire, ils avaient pris Von Miller aussi chez les Broncos. Donc, ils avaient apporté de l'expérience et du talent, comme je dis, sur des skills positions. Là, c'est les Expandables. Alors que là, les tapis font de la résistance. Voilà. c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à ce. Franchement, tu as l'impression, tu te dis, tu te réveilles. Là, un mec qui arrive de 10 ans de coma et qui d'un coup entend putain, ils ont pris Rodgers, Ramsey, tout le monde. Il va se dire, mais ils sont champions, donnez-leur la bague. Non, mec, en fait, on est en 2025 et il va rien se passer du tout. Et ils vont faire leur meilleur 9-8 comme d'habitude et rideau. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne un matière à discuter et ça donne envie de regarder également pour voir ce que ça donne. Sans même être fan des Steelers, c'est vrai et sans même avoir de hype, il y a une petite interrogation qui donne envie quand même de les regarder cette saison. De se dire, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va se crash? Ou au contraire, est-ce que du coup, c'est un pari qui peut être gagnant? Donc, intéressant à suivre. Bien sûr qu'on va regarder. De toute façon, on va regarder tous les matchs, parce que j'ai regardé aucun, donc il faut bien qu'on compense au sein du front office, bien évidemment. C'est ça. On dira pas qui doit se lever la nuit pour regarder des matchs alors qui veut pas et tout. On m'a dit d'arrêter de... Et après, les gens sont fatigués. C'est vrai. Les matchs à 2 heures, c'est un peu relou. Mais pour la suite, du coup, on s'est rejoints mutuellement, mais sur une seule équipe. Mais on voulait parler de 2 éléments un petit peu différents. Je parle des Houston Texans. Toi, tu voulais parler un petit peu de la ligne offensive qui va protéger ou non CJ Stroud. Et moi, je voulais plutôt aborder les 2 nouveaux receveurs prêts à la draft, Jaden Higgins et Jalen Noel. Donc, je pense qu'on peut partir tous les deux sur les mêmes, sur l'équipe, en tout cas sur les squads offensifs. Toi, justement, qu'est-ce que tu attends plutôt de la O-line du côté des Texans? Mais on va attendre de la O-line qui protège leur quarterback alors que ils ont enlevé les meilleurs éléments. Donc ça va être un petit peu compliqué. Là, on parle de reconstruction. C'est de la déconstruction qui s'est passée du côté de Houston. C'est de la démolition même, tu vois. La démolition. Ouais, c'est de la démolition. Et franchement, moi, je suis CJ Stroud. Je suis pas bien. Là, tu vois, il fait 40 degrés. J'ai l'arrêt, c'est une gouttière. Mais lui, ça doit être pareil à chaque fois qu'il y a un début de match. Parce que mec, devant lui, il n'y a personne. Enfin, comment dire? Les gars qui étaient là pour lui, pour le protéger, sont partis. Et on lui dit allez, par contre, faut te reprendre parce que l'année dernière, t'as pas confirmé, garçon. Ouais, ok, j'ai pas confirmé. Et du coup, je fais avec quoi? C'est pas MacGyver, hein, on lui donne 2 bouts de ficelle, on lui dit fais un hélicoptère, ça marchera pas, quoi. Donc là, vraiment, la ligne offensive, je me demande ce qu'a voulu faire le front office du côté de Houston. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu laisser partir les gars et quel est le but, quoi. Quel est le but?
Il pourra toujours faire l'hélicoptère sur des sacs. Ça dépendra du défenseur adverse. Mais au niveau de la ligne offensive, Houstonien en avait quand même parlé et on a l'impression qu'il y a eu effectivement un ménage qui a été fait sur ce poste-là avec des joueurs qui ne correspondaient pas à la vision de Demeco Ryans, clairement. Donc à voir ce que ça donne. Moi, j'ai très peur pour CJ Stroud, notamment sur la partie gauche, parce que Cam Robinson, vous savez ce que j'en pense, et j'en pense vraiment pas du bien. Laken Tomlinson, pareil, il vient des Seahawks, si je dis pas de bêtises. C'était quand même un peu porte de saloon. Par contre, sur la partie droite, j'ai peut-être un petit peu plus confiance. Alors, pas du tout Blake Fisher, et on enregistre cet épisode entre les matchs de pré-saison 1 et 2, et franchement, le match de Blake Fisher, il a été atroce sur le premier match de pré-saison. On va voir si Aaron Serie va être directement mis titulaire, donc le rookie pris à la dernière draft sur le poste de right tackle. Voilà, j'ai un peu plus confiance sur la partie droite. Par contre, la partie gauche, c'est violent quand même. Hein. Donc oui, il va peut-être encore courir pour sa vie, on verra. Mais effectivement, ça pose question. Et généralement, pour aider un quarterback, on dit qu'il faut aussi un bon jeu au sol. Et c'est pareil, j'ai pas des masses confiance là cette saison en tout cas en Joe Mixon. Il fait toujours, sur sa carrière, il a régulièrement fait une saison sur 2 et j'ai l'impression que cette saison, il sera un petit peu moins bon, / un petit peu plus touché par les blessures parce qu'on va lui en demander un petit peu plus. Quel tour le rookie déjà? Deuxième, Serie, parce qu'ils ont tradé leur premier tour pour avoir des assets au deuxième tour. Donc ils ont pris Jaden Higgins et Aaron Serie au deuxième de mémoire. Moi là-dessus, du coup, à voir ce que peuvent apporter justement les deux rookies pris sur le poste de receveur, Jaden Higgins et comme j'ai évoqué, Jalen Noel. Donc tous les deux viennent de la même fac en plus, donc ils se connaissent. Moi, je suis très haut sur Jaden Higgins. Je pensais même qu'il allait partir sur la fin de premier tour. Il a été pris au tout début du second tour. À voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, il y avait un réel besoin. C'est vrai qu'on était surpris au moment de la draft, notamment sur le deuxième jour, qu'ils aient autant investi sur ce poste-là. Et en fait, quand tu regardes la depth chart, tu te dis que c'est pas déconnant parce qu'ils ont une ribambelle de blessures. Tant que tu sais pas si ça va revenir un jour. Si ça reviendra sur un terrain NFL et à quel niveau, si ça revient. Écoute, Ils ont pris Christian Kirk à la free agency. Nico Collins a quand même été un petit peu touché par les blessures l'année dernière. Hutchinson, c'est bien, mais sur un poste de receveur 4-5, pas plus. Donc en fait, il y avait un vrai besoin là-dessus. À voir s'ils ne se sont pas trompés non plus en fait sur la draft, en omettant quasiment complètement la O-line, parce que comme on l'a dit, ils ont trade back sur le premier tour, alors qu'il y avait quelques bons profils qui auraient pu aider en année 1. Ils ont préféré partir sur les postes de receveurs. Si Stroud n'a pas de temps pour lancer, les receveurs, on ne les verra pas. Si justement ce qui a été fait sur la O-line en disant on préfère prendre des joueurs peut-être un petit peu moins talentueux, mais qui rentrent un petit peu plus dans le moule de ce qu'on veut mettre en place et que ça fonctionne un petit peu mieux, et bon coup pour eux. Mais là, c'est la saison qui donnera raison ou tort au front office et au coaching staff là-dessus. Moi, pour mon avant-dernier thème, du coup, je voulais parler plutôt des defensive backs qui ont glissé à la dernière draft, pris au-delà du premier tour. Il y avait Benjamin Morrison, le cornerback pris à Tampa Bay. Il y a eu Will Johnson, cornerback pris chez les Cards, pour qui j'ai quand même cassé pas mal de sucre sur le dos pendant l'intersaison. Il y a Kevin Winston, plutôt safety, pris par les Titans. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'on les attendait quand même relativement plus haut. Alors, certains ont des historiques de blessures plus ou moins importants, mais aussi parce qu'ils tombent dans des équipes pour qui on ne va pas forcément en attendre énormément sur la première saison. Alors, peut-être les Cardinals, si Johnson performe bien, il va être titulaire et puis on va en attendre beaucoup, mais il y a eu des investissements également sur la D-line, soit via la free agency, soit via la draft. Donc en fait, ça rentre dans ce que veut mettre en place le coaching staff, donc ça c'est extrêmement important. Morrison, c'est pareil, ils ont pris un autre cornerback à la dernière draft pour Tampa, donc à voir s'il va performer, c'était un besoin. Mais en même temps, voilà, il y a quand même une escouade qui est relativement bonne. On ne peut pas dire très bonne, mais bonne du côté de Tampa. Donc c'est pareil, s'il faut un petit peu de temps pour qu'il se fasse à la NFL, tant mieux pour lui. Et puis du côté des Titans, Kevin Winston, c'est pareil, le backfield défensif des Titans, je n'ai pas dans l'idée que c'était leur point faible l'année dernière. Et il va intégrer en fait une escouade qui a déjà des très bons joueurs.
pour lequel, voilà, Winston, il aura peut-être une petite année pour se faire les dents dans la NFL et prendre un poste de titulaire. Donc, ce sont des joueurs qui, sur le papier, ont du talent. Ils l'ont montré au niveau universitaire. Ils ont été freinés par certaines blessures. Je suis intrigué, justement, par ces joueurs-là, parce que j'aime bien, moi, voir les rookies sur le terrain, justement, et voir des rookies qui performent sur des postes en plus pour lesquels moi j'ai énormément d'affection sur les defensive backs. Donc voilà, c'est les 3 noms que je ressors sur ces postes-là. Toi, je pense que Morrison, tu vas en attendre un petit peu plus que moi. Morrison, on va en attendre un petit peu parce que autant on a une très belle paire de safety et notamment Antoine Winfield Jr. où là c'est quand même le haut du panier. Mais sinon, le poste de cornerback est un petit peu un souci du côté de Tampa depuis quelques années. Donc, effectivement, on va en attendre un petit peu plus. Maintenant, je t'avoue que c'est pas forcément le poste que je regarde le plus. On va pas se mentir. Et c'est pas forcément, du coup, les mecs que j'ai le plus suivis à la draft sortis du premier tour avec les quelques non-stars, les Malakai Stark, etc. Les DB, c'est pas forcément ce que je regarde le plus. Donc, j'aurais un petit peu de mal à en parler plus que ça, quoi. À l'heure actuelle, sur la depth chart, c'est Jamel Dean et Zion McCollum, les corners. McCollum, j'avais bien aimé. Alors, peut-être pas la saison dernière, mais il y a 2 ans, de mémoire. Il a fait une bonne saison. À voir, c'est vrai que tu as quand même été assez négatif envers le coaching staff et même votre head coach. En tout cas, défensivement, l'année dernière. Mais oui. À voir aussi si lui peut se remettre d'écart par rapport à ça et réussir à faire performer un petit peu mieux cette escouade défensive, clairement. Et trop gentil, Todd Bowles. C'est ce que tu avais évoqué sur les coachs, effectivement. Pour le dernier thème, et là je pense qu'on sera d'accord, Doug et moi, je lui ai un petit peu caché, parce que pour vous dire un petit peu les off, dans le conducteur, j'ai mis « T'inquiète, j'ai le 11e thème, je t'en parle pendant l'émission ». Le 11e thème, ce qu'on va attendre, c'est de savoir, vraiment, et je pense que toute la commu va attendre la même chose, est-ce que GG va réussir à passer une de ses hot takes de la saison? Spoiler, non. Mais c'est vrai que ça va être un élément très intriguant. Il va sûrement avoir des hot takes qui va porter sur la première semaine et d'autres sur les playoffs. Donc, ça va nous tenir en haleine tout au long de la saison. Il a carrément une émission spéciale. T'imagines, il a carrément une émission spéciale pour venir raconter des conneries. C'est notre Hanouna à nous, quoi. Il a un truc pour lui, pour dire que des conneries pendant 1 heure. Et Alex Bolloré, ça lui va vachement bien, je trouve. Ouais, Alex Bolloré, ouais, c'est vraiment sa cam. Non, tu vois, il y a la piscine derrière. Regardez, on va prendre un petit pari. Derrière, il y a la piscine. On se revoit en février. S'il y a une autre texte de GG qui passe, en février, je me baigne. Voilà, on prend le pari. Tu prends pas beaucoup de risques. En février, chez toi, il fait encore 26 degrés, donc ça va. Non, je suis pas encore en Floride, donc en février, ici, il fait froid, mon pote. Ça, tu pourras nous le dire quand tu seras sur le terrain à faire du foot américain. Ouais, alors d'ailleurs, tiens, s'il y a quelqu'un de la fédération qui nous entend, espèce d'abruti, pourquoi tous les matchs sont de novembre à février, sans déconner? On a 10 mois de beau temps dans le sud de la France. Tu vas nous mettre tous les matchs pendant l'hiver. On va se rouler dans la boue comme des gorées tous les week-ends. Quel est l'intérêt? Et alors, j'ai appris autre chose. Les crampons vissés sont interdits. Donc, on fait comment? Et il va y avoir de la boue sur le terrain. Et moi, je dois jouer avec des ballerines de danseuses, là. Donc, réfléchissez, les mecs, dans les bureaux, là, parce qu'il y a un petit problème, quand même. Tu te sentiras comme les joueurs des Eagles et des Packers l'année dernière quand ils ont joué leur match au Brésil. Ouais, c'est ça. Putain, ils faisaient un tango. Non, mais ouais, GG. Sauf que toi, tu n'auras pas les danseuses à côté. Non. Mais ouais. Mais ici, les femmes n'ont pas de zizi. Donc, si tu veux, on peut pas tout avoir. Mais oui, effectivement, pour revenir au thème en tout cas, et nous, ce qu'on attend, est-ce que effectivement GG... et on ne sait même pas ce qui va sortir, tu vois. Tu m'as dit, je me suis spoilé sur le Power Rankings. GG, il a fait ça de son côté, parce que moi, j'ai mis des onglets un petit peu pour toutes les émissions, tu vois, pour que ça soit carré, cadré, qu'on sache tout. GG a dit, c'est bon, j'ai fait mes hot takes, il l'a fait de son côté, personne ne sait ce qui va sortir, on va tous le découvrir, ça va être incroyable. Ça va être du génie. J'ai le pif pour ça va être du génie, je te le dis. GG, chez lui, il a un grimoire, le grimoire des hot tech comme ça, et tous les ans, il va le chercher comme ça.
Il arrive, il le GG, pose, c'est il les prend sœurs une... Halliwell. Ouais, il prend une plume comme ça, il prend une plume de pan, un truc qui fait à peu près 40 cm de long comme ça, et il écrit ses hot takes dedans, en espérant qu'en ritualisant la chose, il y en ait une qui passe. Putain, je te jure. GG, c'est Kaamelott, quoi. Il va raconter saucisse sur saucisse, mais au bout d'un moment, il y en a une qui va passer en année 2049, peut-être. Mais c'est tellement Donc, ça, et après le mec il te dit « Je l'avais dit, je l'avais dit !» Ouais, je mais l'avais mec, dit. t'as dit 50 conneries, t'as dit les Cowboys vont gagner le Super Bowl il y a 2 ans. J'avais dit en 2022 que les Cowboys seraient contenders. Ouais, enfin là, on est en 2050, donc bon, est-ce qu'on peut vraiment le prendre? On sait pas trop. Ouais. Pour lui faire plaisir, on dira oui. Vous savez que GG, il est météorologue en fait dans la vie. Donc en gros, il dit il va pleuvoir, mais il dit pas quand. Et ben voilà, c'est pareil. GG en 2070 dans l'EHPAD. Je l'avais dit. Mais je l'avais dit, tu sais, on dirait nos femmes. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, elles te disent mais je l'avais dit, je le savais, j'en étais sûr. Mais t'avais qu'à en parler. Non, t'as rien dit du tout. Et GG, lui, il en parle. Et ça, c'est fort. Et ça, on peut pas lui enlever. Et ça, GG, il en parle et c'est fort. Ouais. Il a pas peur du ridicule, ce GG, putain. Ça, très fort, GG. Donc, on t'attendra au pied de l'immeuble pour voir s'il y a une autre tech qui va passer. Et en tout cas, comme dirait un grand philosophe, on te le souhaite. Oh, il y a de tout cas, on te le souhaite. Voilà pour les 11 autres tech. Donc, c'était plutôt 10,5, mais 11. De notre côté, vous pourrez retrouver donc, les deux autres duos qui ont fait leurs émissions précédemment, GG Alexandre, Alex et Anto, qui ont été peut-être un petit peu plus sérieux que nous, et encore. Là, les émissions Allez. sont moins bien, ouais. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'ils nous ont mis ensemble, tu vois. Ils se sont dit, c'est bon, on va mettre Doug et PA. Normalement, ça sera moins sérieux. Voilà, expertise et rigolade, voilà. Bien sûr, c'est ce qui nous caractérise, bien évidemment. N'hésitez pas à écouter les deux autres émissions. On revient aussi prochainement. Je ne sais plus ce qu'il y a jeudi en émission. Déjà, je crois que c'est le Over-Under de GG et Alex qui ont pris déjà les cotes, tous les jeudis en live maintenant. Ouais, tous les jeudis en live, effectivement, avec des lives, des émissions, des lives Madden, des lives top 11 et des émissions. Donc ça va être, extrêmement intéressant. On va pas vous lâcher des Game Zone, ouais. On va pas vous lâcher cette saison, et en tout cas, on va avoir un vrai rituel le jeudi à 21h ou 21h01 selon l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur Twitch, et de toute façon, on vous donnera toutes les infos en temps et en heure. Et puis on continuera après du Rewind et puis d'autres petites émissions. C'est pareil, on va teaser un petit peu, mais on va être extrêmement présent cette saison, c'est ce qu'on voulait aussi. On peut dire il y a 2 nouvelles émissions qui arrivent. On peut même dire 3. Mais cela ne nous regarde qu'à moitié. Qu'à moitié parce qu'on sera, on sera partie intégrante, Doug et moi. Donc ça ne nous regarde qu'à moitié, on est en plein dedans. Mais voilà, je pense qu'il y aura des éléments qui seront évoqués jeudi prochain. Il y aura un live Madden avec Alex. Donc à voir ce qu'on fait également. Donc voilà, c'est cool. On a hâte que la saison revienne. C'est vrai que là, s'il y a de la pré-saison, comme l'a dit Doug, c'est chiant de voir les deuxièmes ou les troisièmes couteaux. Donc là, on a hâte de voir la première semaine de saison régulière qui va arriver le week-end du 6-7 septembre, d'avoir les titulaires et d'enfin lancer cette saison 2025 qui est indécise et excitante, je trouve. Parce que c'est vrai que tu vois, on est excités, on va pas se mentir, on est vraiment des fous. Hein. Mais on s'est retrouvés le premier week-end là, donc t'es le 10 août. T'es le 10 août, il fait 50 degrés et tu te réveilles la nuit pour regarder des mecs de la practice squad essayer de jouer parce que t'es en manque. Mais donc c'est sympa le premier week-end. Là, ce week-end, ça va être encore sympa. Après les autres matchs, on en aura marre. Là, faut que la saison commence, quoi. Comme j'ai dit, si on veut voir du mauvais football, on regarde le LF, quoi. On se fait pas chier à se lever le LF peut-être pour la dernière saison. On verra ce que l'avenir nous donnera pour le LF, mais peut-être que ça sera la dernière saison. Ah ouais? Mais attends, non, là, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il y avait 2 nouvelles équipes, là. Ah, bon. À voir ce que ça va donner. Alors peut-être les dernières saisons sous format ELF et qui vont faire d'autres formats. Donc, j'ai vu Stuttgart et Berlin qui se rajoutent. En fait, ils vont faire une ligue allemande, quoi. Une ligue européenne allemande. Ouais, je sais pas. On en revient à l'émission que vous aviez fait avec Anto sur l'Allemagne avec Anto, et les coupes de cheveux.
le rêve d'un petit moustachu qui est en train de se réaliser grâce au football américain en Europe, j'ai l'impression. J'ai l'impression, ouais. Il avait mal précisé sa pensée, mais je pense qu'il parlait de football américain, en fait. C'était ça, c'était ça son idée ultime. On y arrive tout doucement, mais sûrement, possiblement. Là, quand tu montais dans le train de la hype, c'était pas terrible. C'était un Twitcher, mais en avance. C'était un streamer en avance, mais c'était un incompris. C'était pas la même définition. Non. Putain. Bon, faut arrêter. Là. Faut arrêter, on coupe l'antenne. Couper le réseau. Voilà. En tout cas, merci. Cognac G à vous les tuyaux. Merci d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, comme je l'ai évoqué. Twitch, X, Twitter, YouTube, Instagram, Threads, Discord et nouvellement Facebook. On essaiera d'être un petit peu plus présent également sur Facebook. Voilà, on se retrouve très prochainement. Prochaine émission sur les over-under entre GG et Alex. Et puis on se retrouve prochainement avec le fameux Power Ranking que j'ai spoilé/teasé. Vous allez voir, il y aura des choses intéressantes à voir. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!